Alors, les enjeux de la coopétition. La coopétition, en fait, c'est un terme qui est apparu dans les années 90, qui concernait les firmes industrielles au départ. C'est une concomitance d'enjeux de compétition et d'enjeux de coopération, en fait. D'accord. Que des firmes sur le même secteur peuvent être à la fois compétitives et à la fois en coopération. Voilà. C'est bien comme ça que j'avais interprété le terme. Oui. Mais je sais bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, certains parlent de concurrence, en fait, mais... Alors, donc, du coup, la présentation de la thème de la recherche est faite. Est-ce que tu peux me présenter l'établissement social ou médico-social ou l'association, en fait, là, comme je ne sais pas si je te prends en tant que directeur général ou en tant que directeur du pôle travail, peu importe. Alors, je suis ni directeur du général, ni directeur du pôle travail. Ou directeur général adjoint, mais on va te positionner en directeur général. Voilà. Un futur directeur général. Voilà. Ouais, puisque je suis déjà quand même en train de me projeter quand même plutôt vachement là-dedans. Donc, deux associations qui sont deux associations sœurs, puisqu'elles ont le même CA. Une, les ateliers Saint-Clair, va gérer l'entreprise adaptée. Donc une entreprise adaptée qui, à l'heure actuelle, a 165 salariés. Tu veux son organisation? Oui, les collaborateurs, l'organisation des tâches, les compétences. Donc une direction pleine et entière sur ce secteur-là. À partir, il y a 3 domaines d'intervention qui sont vendus. Tout ce qui est prestation de service, c'est une prestation de service qui est faite auprès d'une entreprise qui s'appelle EIS, pour lequel on nettoie les DAB, tous les terminaux en fait du Crédit Mutuel, qui regroupe à peu près une quinzaine de salariés handicapés, encadrés par un chef de service. Un deuxième secteur, c'est les espaces verts, assez classique. Là aussi, un chef de service et une vingtaine à peu près de salariés travailleurs handicapés. Et la troisième type de prestation, c'est tout ce qui concerne l'entretien des locaux, locaux professionnels la plupart du temps, mais on peut aussi aller sur des locaux personnels. On a pas mal de conventions et de prestations de services auprès de bailleurs sociaux, etc. Et là, on a à peu près 120 salariés, encadrés par un chef de service et des chefs d'équipe. Ça, c'est la première association. La deuxième association, qui est Marguerite Saint-Clair. Donc, c'est deux associations qui ont le même CA, mais on a fait une séparation il y a de cela une bonne vingtaine d'années entre les deux associations, puisqu'il y en a une qui est à visée commerciale. Donc, la deuxième association regroupe 9 établissements, des établissements du médico-social relativement classiques que sont l'IMPRO, le CESAD, l'ESAT, le foyer pour travailleurs handicapés, le SAVS. Là, on est dans le médico-social pur. Et ensuite, nous avons, qui dépend du pôle jeune, le pôle jeune regroupe l'IMPRO, le CESAD et un CFA, un centre de formation par alternance. On ne dit pas par apprenti parce que nous avons une délégation du Roosevelt, donc ce n'est pas un CFA à proprement parler, qui accompagne des personnes vers l'apprentissage dans 3 domaines de compétences, donc une centaine d'apprentis par an, dont la moitié à peu près est en situation de handicap. Au niveau du pôle adulte, on a les AT, le foyer, le SAVS, et puis on a 2 services qui sont un peu spéciaux. La parentalité, on accompagne des parents en situation de handicap à travers une plateforme ressources rattachée au SAVS, mais à travers un LAP, un lieu d'accueil enfants-parents. Donc avec des financements, le LAP a des financements CAF, M2A, Ville de Mulhouse principalement. Et puis le dernier service, qui est un service d'accompagnement vers l'emploi en milieu ordinaire, le SAVE, qui lui fonctionne sur des subventions, sur des marchés en fait pluriannuels, maximum 4 ans, qu'on va trouver auprès de la GFIP, qu'on va trouver auprès du FIP, auprès de la Directe, auprès de l'ARS. Donc nous avons les prestations d'appui spécifiques, assez spécifiques à GFIP. L'emploi accompagné, c'est un double financement ARS, AGFIP. Professionnalisation des acteurs, c'est un financement AGFIP, mais c'est un marché qui est porté par le conseil régional et qui est sur le Grand Est. Ensuite, nous faisons des prestations de services auprès d'un certain nombre d'associations ou d'entreprises. J'en citais une. On fait l'accompagnement vers l'emploi en milieu ordinaire pour le SAMSA Autisme. Très bien. Du coup, Plus
le parrainage de 3 gemmes. Voilà. Voilà. Ok. Et donc en nombre de collaborateurs, ça fait combien à peu près? Entre les 2 associations, Oui. 270 à peu près. Très bien. Alors, je sais que le terme est plus cité dans le médico-social, mais je vais quand même l'utiliser. En fait, selon toi, quels sont sur ces secteurs d'activité que tu viens de décrire, très bien, en fait, quels sont tes concurrents principaux? Mes concurrents principaux, ils sont assez multiples, mais tu veux que je les cite? Oui, après, ce sera anonymisé, je ne citerai pas forcément dans les associations, mais c'est pour voir si les gens voient qu'il y a de la concurrence ou pas, en fait. Ah ben nous, on a de la concurrence, d'autant plus que sur certains marchés, on est véritablement en concurrence, on répond à des appels d'offres. Donc je veux dire, au niveau de l'entreprise adaptée, eh bien je veux dire, on est en concurrence automatiquement avec toutes les entreprises d'espace vert existantes, voire on se voit se développer les auto-entrepreneurs qui cassent les prix. Voilà, donc là on est véritablement en concurrence avec eux. Au niveau de la prestation de nettoyage, on est en concurrence avec toutes les entreprises de nettoyage possibles et imaginables, mais on a aussi des concurrences avec d'autres EA, hein, automatiquement. Au niveau de l'ESAT, alors l'ESAT c'est une structure de travail protégé, donc là aussi on a 3 secteurs d'activité. Le restaurant, là, on est en concurrence avec les restaurants traditionnels de Mulhouse qui sont sur la place, hein, automatiquement. Au niveau des ateliers de sous-traitance, on est en concurrence avec d'autres ESAT hein, qui proposent le même type de sous-traitance. Et au niveau de la blanchisserie, on est en concurrence là aussi avec les blanchisseurs industriels, principalement allemands d'ailleurs, qui cassent pas mal les prix. Et puis autrement, la blanchisserie que développe l'association Marie-Pire, que développe les papillons blancs, que développe le fil de la vie. Hein, voilà. Même si au niveau des ESAT, il y a une régulation, et je pense que c'est ton terme, coopétition, il y a une régulation qui se fait par Centrapro. Hein. Donc il y a un organisme qui a une 30aine d'années et qui réunit l'ensemble des EA et des ESAT. Ensuite, sur les autres services, on va parler du SAVE qui lui fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, que par des subventions et des marchés qui sont d'1 an, 2 ans, voire 4 ans. Et bien là, on a des concurrences assez élargies. Même si nous, on est spécialisé sur les troubles psychiques et sur l'autisme sans déficience intellectuelle, mais on va être en concurrence avec les papillons blancs, avec le CRM, avec RNA qui est dans le Bas-Rhin, avec qui on a passé une convention justement de non-agression, on va le dire comme ça, c'est-à-dire que nous on reste sur notre territoire, eux ils restent sur le leur, et puis ils sont sur le Bas-Rhin, et lorsqu'il y a quelque chose entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, eh bien je veux dire, on passe des marchés spécifiques avec eux, si c'est un marché alsacien, hein, et on va intervenir de concert, on va être en concurrence avec, alors assez peu avec Cap Emploi, Pôle Emploi, parce qu'on est plutôt des prestataires de services. Hein. On va être en concurrence avec tous ceux qui vont déposer leur dossier. Le fil de la vie l'a fait sur l'emploi accompagné et est en train de devenir un concurrent, ne serait-ce que parce que vous avez déposé le truc Sésame. Voilà, hein, on est en concurrence avec tous ceux qui répondent à des appels à projets tels que nous on le fait. Très bien, c'est une des réponses qui moi me semblait importante. Et donc du coup, en fait, il y a des appels à projets, en fait, et il me semble que l'association Saint-Clair, sur l'emploi accompagné, vous êtes en coopération avec le CRM ou... Non. Non, c'est les papillons blancs qui sont avec... Nous, on n'est pas du tout en coopération. J'ai fait le choix à mon arrivée, justement, de ne pas être en coopération à cette époque-là. D'accord. Mais on est en coopération avec le CRM sur d'autres marchés. Très bien. Et donc du coup, est-ce que vous menez des actions de coopération avec d'autres SMS? Oui. Alors bon, le centre de réadaptation n'est pas un établissement social et médico-social, sauf sur ça. Sanitaire, oui, voilà, une partie médico-sociale. Ouais. Oui, et on a des coopérations, énormément. Et au-delà des coopérations, est-ce que vous, dans Saint-Clair, vous avez déjà répondu à des appels à projets conjoints, de manière conjointe? Oui. On fait partie, entre autres, d'un groupement de coopération qui est porté par Retravailler Alsace, hein, sur toutes les formations courtes. C'est un marché qui est financé par la GFI. Sur la professionnalisation des acteurs, c'est nous qui sommes porteurs du projet,
mais on a sous-traité au CRM certaines parties, et ça nous a permis justement d'avoir le marché, d'avoir les modules que l'on voulait avoir. Donc on va mettre en place des coopérations de cet ordre-là. On a des conventions aussi avec les Papillons Blancs, avec Adèle de Globitz, avec RNA, etc. Oui. Très bien. Des conventions de cadre qui vont se traduire après dans des conventions spécifiques en fonction des appels à projets auxquels on répond. Très bien. Donc, du coup, dans les conventions cadres, on peut dire que vous avez mis, vous, en place des partenariats réguliers. Oui. Voilà. La partie 1 s'intéresse maintenant aux déterminants. Quelles sont, par exemple, les raisons qui justifient une collaboration entre établissements sociaux et médico-sociaux, par exemple là avec ERENA ou avec le CRM, quelles étaient les raisons qui justifiaient cette collaboration-là? Elle va être différente en fonction des associations. Oui. La première raison, ça va être la lecture du cahier des charges. Je m'explique. Sur le marché de professionnalisation des acteurs, c'est un marché qui est un marché régional, puisqu'on intervient sur l'ensemble de la grande région Alsace-Champagne-Ardenne. Donc là, lorsqu'on a lu le cahier des charges, on s'est dit qu'on avait des capacités à répondre à un certain nombre de modules, mais il y a un module qui comprend, c'est même pas un module, ils ont des secteurs, quoi. Il y avait six secteurs, et il y avait dans un des secteurs, il y avait 3 modules, et nous on était en capacité de répondre qu'à un module. On ne pouvait pas répondre à l'ensemble. Donc là, dans ce cadre-là, on avait tout intérêt à travailler avec le CRM, qui lui avait compétence pour les 2 autres modules, ce qui nous a permis d'avoir l'ensemble du marché. Voilà. Donc ça va vraiment être conditionné par, dans ce cas-là, par le cahier des charges. Avec RNA, c'est conditionné, je le disais tout à l'heure, au niveau géographique, puisqu'on est sur le même secteur d'activité. Et donc, on va être attentif à ne pas aller sur le Bas-Rhin, sur leur domaine de compétences. Et eux, à charge de revanche, ils sont attentifs à ne pas venir sur le Haut-Rhin, sur notre secteur de compétences. Donc, on ne va pas se marcher sur les pieds. Dès qu'on a un marché alsacien, par exemple, on l'a eu avec le rectorat, on a un marché alsacien, on a convenu une convention spécifique autour de ce marché-là. Dès que ça va concerner l'ensemble de l'Alsace, on va intervenir de concert. Et par contre, lorsque géographiquement on va être interpellé, plus particulièrement sur Strasbourg, ce sera eux qui vont intervenir. Et sur Mulhouse ou Colmar, c'est nous qui allons intervenir. Ça va être géographique. Du coup, on peut dire que c'est lié soit au coût et à l'ambition du projet, en fait. Exactement. C'est parce qu'il y a un partage des ressources, en fait, ou des coûts. Il y a aussi l'accès au territoire, en fait, concrètement. Exactement. Et il y a aussi la nouveauté du projet ou l'innovation dans le projet. Exactement. Quand tu disais par rapport au CRM, en fait, toi, tu peux répondre à un module de ton expertise, et l'expertise du CRM, elle est arrivée sur 2 autres modules. Et donc, on était dans le gagnant-gagnant parce qu'eux ne pouvaient pas répondre sur nos modules. Tout à fait. Est-ce que selon toi, en fait, ces coopérations entre ESMS, c'est une pratique courante dans la profession ou plutôt ancienne? L'expérience que j'ai, qui n'est pas qu'une expérience alsacienne maintenant, me fait dire que c'est pas une pratique, c'est pas une pratique courante. Je l'ai pas vu beaucoup dans les SMS, on va dire avec des guillemets traditionnels ou classiques. C'est quand même un domaine qui est en train de peu à peu se développer. Peu à peu. C'est-à-dire que dès que maintenant il y a des associations qui vont répondre à des appels à projets, ils vont se poser la question des coopérations automatiquement. Merci. Et donc, du coup, en fait, selon toi, tu as déjà répondu en partie, tous les ESMS y ont-ils recours? Ou, d'après ce que tu sais, certains y sont farouchement opposés? Ou juste opposés? Ou ne jouent pas le jeu de la coopération? Il y en a certains qui ne jouent pas le jeu de la coopération. Ça, c'est sûr. Et selon toi, pourquoi? Il va y avoir plein d'explications. Il y a les enjeux associatifs qu'on ne connaît pas en règle générale. Il y a la taille de l'association qui va compter beaucoup. Il est clair que l'association des Papillons Blancs va se poser moins de questions que nous sur les coopérations que Saint-Clair, parce qu'en termes de taille d'association, nous, on a des compétences extrêmement précises, mais qui doivent nous obliger pour pouvoir avoir certains appels à projets à mettre en place des coopérations. Il y a l'impact du DG et sa personnalité. Oui. Il y a toutes ces données-là, en fait. Et il y a des associations qui, à ma connaissance, dans le médico-social pur,
pour l'instant, refusent de rentrer dans des appels à projets. Mais c'est des stratégies associatives. Très bien. Selon toi, la coopération entre SMS concerne-t-elle certains types de projets plus que d'autres ? Concerne-t-elle certains types de projets plus que d'autres ? Oui, elles concernent certains types de projets plus que d'autres. Elles vont être sur des types de projets de type, à l'heure actuelle en tout cas, et ça va aller de plus en plus là-dedans, tout ce qui est innovation et transformation d'offres de services. Très bien. Comment démarches-tu, toi, en tant que futur directeur général ou directeur général adjoint, des partenaires pour une future collaboration ? Alors, je vais systématiquement les démarcher. On a déjà, nous, un réseau à Saint-Clair qui est extrêmement étendu parce que, je veux dire, c'est dans la culture Saint-Clair. Et quand je dis que c'est relativement récent dans le secteur, je pense que Saint-Clair est un opérateur à part dans ce domaine-là, puisque ça fait quand même... Moi, j'ai déjà vu des conventions qui ont plus de 10 ou 15 ans, qui sont dans ce que tu es en train d'essayer d'étudier. Rappelle-moi ta question, excuse-moi. Est-ce que ça concerne certains types de projets plus que d'autres ? Donc ça va. Non, c'est la question suivante. Oui, comment démarcher les partenaires ? Comment je démarche les partenaires ? Pour une future collaboration. Je vais démarcher les partenaires toujours avec des objectifs extrêmement précis sur le type de marché que je vais vouloir développer. C'est clair ? Ou sur la base du cahier des charges. J'ai un cahier des charges, j'ai un réseau, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la GFIP, le FIP, l'ARS, etc. Je veux dire, on a noué des relations, c'est pas du lobbying, mais on a noué des relations où, par exemple, sur l'emploi accompagné ou sur les prestations d'appui spécifiques, on nous a envoyé de manière un tout petit peu privilégiée les appels à projets. Voilà. Nous laissant entendre quand même qu'il fallait sérieusement qu'on s'y penche. Et sur cette base-là, donc j'ai un système de veille, automatiquement. C'est ma lecture du cahier des charges, croisée avec l'un ou l'autre collaborateur, qui va conditionner le démarchage vers des structures. Vers un futur collaborateur. Voilà. Et à ton avis, là-dedans, l'usager joue-t-il un rôle dans ce processus ? L'usager en tant que tel ? Oui. Non. Très bien. L'usager en tant que tel, il ne joue pas de rôle, non, pas spécialement. Alors, oui, non. En fait, il est dans la visée du processus, mais il n'est pas dans le rôle... Il est dans la visée du processus. Alors, mais il n'est pas décisionnaire. Je vais mettre un tout petit bémol à mon affirmation assez forte quand même. C'est que nous avons aidé des GEM, des groupes d'entraide mutuelle, à répondre à certains appels à projets. Ce sont des groupes d'entraide mutuelle qui, là, par contre, où la proposition, puisqu'on participe à leur bureau et à leur CA, émane véritablement du bureau du CA. Et donc là, on va apporter une aide méthodologique, voire une aide un peu de connaissance de tous les dispositifs, mais aussi des acteurs, pour qu'ils puissent monter un certain nombre de projets. Je pense à tout ce qui est mécanique des idées avec la Fondation de France. Je pense, là, on a répondu à un appel à projet Fondation de France, où les usagers nous ont aidés avec une relecture, certains usagers des GEM, à relire notre projet et à le fonder. On a le GEM, les ailes de l'espoir, a eu un projet, un appel à projet sur 10 000 € à peu près, pour monter un projet qui est né en fait d'une réflexion à laquelle j'ai participé. Bon, donc tu vois, c'est... voilà. Mais après, c'est intrinsèque au GEM, donc du coup... C'est intrinsèque au GEM, mais par contre, le dernier appel à projet qu'on a eu, là, qui date de 15 jours, nous sommes partis sur une idée et on est allé la valider auprès d'un certain nombre d'usagers. D'accord. Oui, donc il joue un rôle. Dans certains projets. C'est une chambre d'écho. Et sur le référent de parcours de vie, qu'on a eu aussi en début d'année, dont je cherche la pérennisation, c'est un... Monsieur Lemoine. Pardon ? Monsieur Lemoine. Non. Jean-Luc. Non, ça tu parles d'autre chose encore. Là, tu parles de Delici, avec lequel on est aussi, enfin je suis. Le référent de parcours de vie, c'est un appel à projet qui a été monté dans le cadre d'une commission du CLSM de Mulhouse, un comité local de santé mentale, sur un groupe de travail dont nous assurons l'animation, qui est un groupe de travail composé de professionnels du sanitaire, du médico-social et du droit commun.
Et là, on a aussi un certain nombre d'usagers qui sont présents. Voilà. Donc dans nos comités de pilotage, on a des usagers, et je pense au comité de pilotage emploi accompagné, on a aussi des personnes autistes, Asperger, la MAM, etc., qui sont présentes. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux modalités. Quelles sont les différentes étapes pour mettre en place une coopération entre établissements sociaux et médico-sociaux? Les différentes étapes, elles vont se construire... Les différentes étapes, déjà, je disais tout à l'heure, je vais le plus souvent partir d'une lecture du cahier des charges. Alors quand c'est un appel à projet, c'est une lecture du cahier des charges. Quand c'est un projet que nous, on va initier, pour lequel on va rechercher du financement, c'est encore une autre chose. Là, je vais pouvoir juger ou évaluer mes besoins en coopération. Sur cette base-là, je vais aller rencontrer les responsables de la boîte. Là, par exemple, pour la professionnalisation des acteurs, c'est passé par une autre interlocutrice du CRM qui est le pivot de toutes ces questions-là. Et de l'autre côté, on est allé voir le DG. On est passé par en bas et par au-dessus. Et sur cette base-là, une fois qu'on a eu une étude commune du cahier des charges et une répartition à peu près de nos intérêts et des objectifs partagés qu'on pouvait avoir, on a monté une convention spécifique qui a été vue de part et d'autre et qui a été signée pour pouvoir monter le projet. Et donc, dans les appels à projets, vous avez pu répondre en commun, ou dans les appels à projets où il y a une coopération, comment fonctionne concrètement la coopération? Quel est l'objet de la coopération, le type de tâches, les réunions, les suivis, le contrat, les interactions? Alors, de manière générale, on met en place systématiquement un comité de suivi de ces appels à projets. Ce comité de suivi, il va avoir là aussi des dimensions variables en fonction du projet. Chaque convention donne lieu à un comité de suivi à minima annuel, parfois pluriannuel. Il peut être, ce comité de suivi, il peut être complètement unilatéral, enfin bilatéral avec l'association ou les associations avec lesquelles on mène en place cette coopération, mais on peut aussi décider qu'il sera beaucoup plus large. C'est-à-dire que en fonction, là aussi, du projet, on va y associer d'autres acteurs. Par exemple, sur les CDD tremplin, on y a associé automatiquement la MDPH, on y a associé Cap Emploi, Pôle Emploi, la Direct, voilà. Mais on va jouer de la dimension du projet. Et en règle générale, ça passe systématiquement par, si c'est nous qui sommes porteurs, par un bilan écrit. Alors on a, par exemple, le comité, on a sur le dernier comité de suivi, je pense au CDD tremplin, comité de démarrage, mi-annuel, à mi-année, parce qu'on commence à peine, et annuel. Après, ce sera certainement toujours annuel, mais sur la base d'un écrit que nous allons réaliser, qu'on va proposer aux partenaires et qui vont pouvoir amender. Très bien. Donc du coup, y a-t-il une répartition des tâches, et sur quels critères s'effectue cette répartition des tâches? Les critères qu'on a définis dans la convention de coopération. Sur la professionnalisation des acteurs, par exemple, c'est nous qui sommes porteurs du dispositif, plus particulièrement moi. Donc c'est moi qui définis les critères et je vais demander à chacun des protagonistes, qui soient dans ma boîte ou qui soient au CRM, de me fournir un certain nombre de retours. D'accord. D'indicateurs. D'indicateurs, oui. Mais ces indicateurs, souvent, nous auront été fournis par la GFIP, en l'occurrence. Okay. Généralement, dans l'expérience que tu as, est-ce qu'il s'agit de travailler dans les coopérations à 2 ESMS ou davantage? Et pour quelles raisons? Là, tout va dépendre du projet. Tout va toujours dépendre du projet. Là aussi, ça va dépendre de la stratégie qu'on va vouloir mettre en place. Sur le référent de parcours de vie, par exemple, c'était le CLSM, on a travaillé de manière très très large avec des acteurs du sanitaire, du médico-social et du droit commun. Mais c'est-à-dire que nous, on va réfléchir au début du projet aux acteurs qui nous paraissent indispensables autour de la table et on va aller les mobiliser sur la présentation de l'idée, voire du document un peu plus rédigé.
Mais ce document, on va le rédiger, in fine, on va le rédiger avec eux, mais en définissant bien qui est porteur du projet. Pour moi, il est souvent pratiquement plus facile de travailler avec plusieurs SMS qu'avec un seul. Mais ça va dépendre de la volonté des partenaires. Par exemple, référent parcours de vie, une des associations, on devait porter le dispositif avec une association qui s'est retirée au tout début du projet pour des raisons internes sur lesquelles je n'ai pas eu d'explication, puis j'en ai pas demandé non plus spécialement, même si je vais voir son directeur général cette semaine, et je pense que je vais lui en toucher 2 mots quand même. Et puis voilà, et il peut arriver qu'on travaille en binôme, comme il a pu arriver sur l'emploi accompagné, que je décide qu'on y aille seul. Et là, on a, nous, mis en place un comité de suivi, on y a associé des partenaires, mais, je veux dire, c'est nous qui avons porté entièrement l'appel à projet, c'est nous qui le porterons entièrement. Est-ce qu'il y a toujours des règles que vous respectez et qui encadrent la relation? Par exemple, est-ce qu'il y a toujours une convention? Oui, systématiquement des conventions, oui. Systématiquement des conventions. Alors, on va aller sur 2 types de conventions, pas systématiquement 2 types, mais on a souvent quand même une convention cadre et une convention spécifique par rapport à l'appel à projet. Très bien. Est-ce qu'un même établissement social et médico-social peut collaborer avec un autre établissement et préparer simultanément un projet en concurrence avec cet établissement? Sans aucun problème, oui. Lors d'un appel à projet, par exemple? Oui, sans aucun problème. Très bien. Et selon toi, est-ce que les systèmes d'information jouent-ils un rôle dans cette collaboration? Quand je parle de système d'information, c'est au sens large, c'est-à-dire à la fois l'informatique, les outils, la technologie, mais aussi tout ce qui est l'ordre de la communication. Oui, ils jouent un rôle automatiquement. Alors les systèmes d'information, les systèmes d'information internes, on ne peut pas dire qu'on soit encore très très fort dans nos établissements, malheureusement, il nous manque quand même pas mal de choses, mais ça joue un rôle, puisque dans les appels à projets, il y a des choses qui nous sont demandées à cet endroit-là. L'aspect communication joue un rôle fondamental. Mais là, on va parler de stratégie politique, économique, etc. Donc ça joue un rôle. Et de lobbying même. Ça joue un rôle fondamental. Je vais prendre l'exemple du référent de parcours de vie. C'est nous qui sommes porteurs. C'est au sein du CLSM porté par la ville de Mulhouse. Dans l'appel à projet qu'on avait travaillé donc avec cette commission de manière élargie, il a été décidé que nous, on déposerait l'appel à projet. Donc on n'a pas fait tout lire parce que tu rentres là dans des détails et tu perdrais un temps infini. Mais ils nous ont fait confiance et ils ont eu le résultat au bout du compte. Ils ont eu l'écrit quand même. Mais par contre, pour pouvoir l'avoir, il est apparu stratégique que la ville de Mulhouse intervienne auprès de la Fondation de France. Donc là, tu joues tes relations. Du lobbying, pas du lobbying, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est presque ça. Oui. Et tu vas voir l'élu concerné et lui dire, écoutez, monsieur, madame, est-ce que vous êtes d'accord pour pouvoir répondre, etc. Et là, ça s'est fait, et la ville de Mulhouse a fortement étayé le truc, et je pense qu'on l'a eu grâce à ça, parce que ça nous a apporté de la légitimité, de la crédibilité, et tout ce que tu veux. Après, il faut qu'il y ait un retour vers la ville. Et pour cet appel à projet, on était allé rencontrer de manière très spécifique le conseiller municipal, etc., etc. Et donc, ce qui va être important, c'est nous, à Saint-Clair en tout cas, c'est notre composition du conseil d'administration. On a un conseil d'administration qu'on a élargi, dont on a revu complètement, qui a été largement renouvelé. Eh bien, il est clair qu'on a sollicité quelqu'un de la ville de Mulhouse, un adjoint au maire, et que ça nous aide sur un certain nombre de choses. Très bien. La partie 3 s'intéresse plutôt aux implications, en fait. Du coup, dans ces appels à projets ou partenariats ou coopérations que vous menez, comment vous partagez-vous la valeur de l'issue du travail en commun? Comment est-ce prévu négocier? Il va y avoir, on va différencier 2 choses. Le plus souvent, on va différencier 2 choses. On va différencier la gestion administrative du projet du contenu pédagogique, éducatif en tant que tel. Le contenu éducatif, pédagogique va rester à chaque intervenant, quelle que soit l'association, et toute la partie administrative, gestionnaire, va rester au porteur du projet. Et donc là, ça va être proratisé en fonction du marché. Et selon
l'interlocuteur que tu as en face et selon l'association que tu as en face, tu vas proratiser de manière intelligente et stratégique. Hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire peser cette gestion-là, il ne s'agit pas de se faire du fric, il faut que ce soit raisonnable. Hein, grosso modo, sur le marché professionnalisation des acteurs, avec le CRM, on a vendu la journée d'intervention à 1100 € la journée, ce qui est déjà pas mal. 1100 € tout compris, hein, frais de déplacement, frais de bouche, et s'il y a besoin de l'hôtel, hein, frais d'hôtel. Et avec le CRM, comme c'est nous qui sommes porteurs, on leur a dit, bon, on prendra, si vous en êtes d'accord, 4% de ça, quoi. Bon, ce qui est, tu vois, ce qui est pas grand-chose. Hein, ça revient à 44 €, un truc comme ça. Bon, ils ont dit. Donc, dans leur poche, ils ont 1056 € au terme du truc. C'est tout à fait raisonnable. Et c'est nous qui gérons toute la partie administrative. Hein, voilà. Très bien. Est-ce qu'il t'arrive de retravailler avec un partenaire déjà connu ou chaque projet appelle-t-il de nouvelles collaborations? Les deux. Les deux. Il n'y a pas de raison. Il est clair que parfois, c'est plus facile de travailler avec un partenaire déjà connu avec lequel on a des habitudes de travail et on a une analyse, ce qui veut dire qu'avec certains acteurs, on va avoir une veille commune, hein, de certains appels à projets et on va se passer des coups de fil ou des mails pour dire bon, tiens là, nous on va peut-être pas intervenir là-dessus, mais là toi ça va t'intéresser, enfin, etc., etc. Et puis selon la nécessité du projet, on va aller travailler avec des partenaires qu'on connaît sur le terrain mais avec lesquels on n'a jamais spécialement travaillé. Et lorsque vous collaborez avec un partenaire, est-ce qu'il y a un transfert de connaissances? Oui, la plupart du temps, oui, il y a un transfert de connaissances. Après, ce transfert de connaissances, on y est quand même relativement, on est attentif à ce transfert de connaissances, à comment il se joue. Hein. Par exemple, là aussi sur la professionnalisation des acteurs, il était absolument nécessaire, puisque c'est une intervention de formation auprès des acteurs du Grand Est, des acteurs opérateurs de l'emploi. Moi, il était important que j'ai tous les PowerPoint de présentation, donc y compris ceux du CRM sur leur module. Mais, alors, puisque c'est moi qui centralise le truc, j'ai eu tout ça, mais alors qu'on n'avait pas d'obligation, à contrario, on a donné tous nos outils, hein, pour pouvoir les partager. Après, on ne va pas être dans un don d'outils systématique. Oui, tout à fait. Mais c'est des transferts, en tout cas. C'est des transferts de compétences. Ouais. Quelles sont les limites, risques et inconvénients à cette pratique de la coopération? Les limites, c'est celles qu'on se donne. Mm-hmm. Le risque, c'est de se faire doubler sur la droite ou doubler sur la gauche. C'est-à-dire que automatiquement, tu as beau avoir une convention, automatiquement, il y a la question de la relation de confiance, hein, et de la loyauté que tu vas avoir les uns vis-à-vis des autres. Donc là, il y a un gros risque. Et donc, c'est pour ça que parfois, tu vas plus facilement travailler avec des partenaires historiques qu'avec des partenaires que tu ne connais pas forcément. Même si, par exemple, avec le CRM, il y a 3 ans, on ne travaillait pas. Hein, on avait des relations, mais on ne répondait pas à des appels à projets en commun. Donc, bon, voilà. Hein, ça va dépendre aussi des personnes et des personnalités qui sont à la tête de ces associations-là. Et les limites, oui, c'est celles qu'on se donne. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que, par exemple, sur l'emploi accompagné, le choix que j'ai fait d'y aller tout seul, c'est que la limite que j'avais, c'est que si j'y allais à plusieurs, nous, on avait développé déjà un projet expérimental de 3 ans sur lequel on avait une embauche, on avait de l'expertise, etc. Si j'y allais à plusieurs, je savais que le gâteau il serait beaucoup moins gros, hein, et que du coup, je risquais de mettre en péril la pérennisation du projet. Donc là, j'ai dit, j'y vais pas. Et c'était les mêmes partenaires, hein, autour de la table. C'était CRM, Papillon Blanc, il y avait le fil de la vie, il y avait, etc., d'autres partenaires qui étaient là, SMA, hein, qui étaient là. Mais là, j'ai dit non. Là, je ne vais pas dans la coopération, et je suis capable de l'expliquer. Hein, c'est ce que je viens de dire. Et donc là, je vais juger justement de la prise de risque que je prends à nouer des coopérations avec un certain nombre d'acteurs. Et selon toi, as-tu vécu ou eu connaissance de conflits, tensions, échecs entre ESMS lors d'un projet commun ou d'une coopération? Alors, oui, bien sûr, oui. Oui, il y en a, oui. À l'heure actuelle, il y en a, oui. Il y a des tensions
entre certaines associations et même plus que des tensions et des fâcheries indéniables entre certaines associations sur des appels à projets auxquels ils ont répondu à plusieurs. Très bien. Et selon toi, quels sont les facteurs clés du succès d'une justement coopération? Bien définir les rôles et les fonctions. Très bien. Le contrat, en fait. Bien définir le contrat de base, oui. Et en conclusion, y a-t-il un point que nous n'avons pas abordé au cours de cet entretien? Tu n'as pas abordé le point de compétition, même si ça l'a traversé. Hein, mais il y a une compétition automatiquement, oui, entre les associations, et cette compétition est de plus en plus forte. Je pense que, alors peut-être que je me leurre, mais je pense que les grosses associations ont beaucoup plus de pouvoir sur le lobbying, que les petites associations telles que le Fil de la Vie ou telles que Saint-Clair. Par contre, à l'heure actuelle, elles sont peut-être de moins en moins bien placées sur ces appels à projets parce qu'elles ont moins de souplesse et de réactivité. Et donc elles développent moins d'expertise. Et ça... C'est ce qu'on appelle l'agilité. Oui. C'est des entreprises moins agiles. Écoute, merci, on a terminé. Et donc en fait, j'entends bien que dans une des réponses, tu m'as dit que tu allais travailler ailleurs et que tu trouves que c'est une pratique récente et que tout le monde n'y a pas recours. Ouais. Et que pour ça, en fait, j'ai entendu le terme d'innovation. Est-ce que, à ton avis, la coopétition et cette idée de coopération, en fait, parce que je me parlais bien de collaboration régulière, de veille, en fait, c'est une innovation managériale? De plus en plus, oui. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand tu veux rentrer dans un système de cet ordre-là, qui est de plus en plus obligatoire, puisque tu ne vas plus pouvoir te développer de manière pérenne. Hein, je veux dire, là c'est clair, depuis 2-3 ans, il n'y a plus aucun développement possible dans la base du cœur de métier, d'autant plus qu'on est en transformation de l'offre sociale et médico-sociale. Donc l'État, les conseils départementaux encore moins, vont financer que tout ce qui est transformation. Hein, et tout ce qui est du coup innovation. Et ils vont le financer de manière ponctuelle et non pérenne. Donc là, vas-y, redis-moi ta question exactement. Est-ce que la coopétition, en fait, de ce qu'on a parlé, hein, cet aspect de la compétition, en fait, du cadre des appels à projets, mais aussi cette coopération, en fait, qui sont menées à plusieurs acteurs, en fait, et notamment la coopération sur une base de la collaboration régulière, ça entraîne une innovation managériale? Alors oui, ça entraîne complètement une innovation managériale, c'est ça, merci. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que moi je pars du postulat que dans la boîte que je dirige, celui qui a l'expertise devient chef de projet sur la réponse appel à projet. Et c'est lui qui va diriger son équipe, qu'elle soit composée de son supérieur hiérarchique ou pas. Et il devient, à cet endroit-là, c'est lui qui va dire ce qu'il attend aux uns et aux autres, au DAF, au responsable des ressources humaines, à son directeur, au DG, et qui va véritablement être le chef de projet. Donc nous, on n'a pas de responsable de développement dans la boîte. Je ne sais pas si on en aura, mais ça c'est un choix stratégique, et je ne crois pas qu'on en aura. Tant que je suis DG en tout cas, je ne crois pas qu'on en aura, puisque, tu l'avais vu à Saint-André, moi je parie sur l'expertise des professionnels et je pense qu'il faut être en lien avec le terrain, donc ça demande à chaque opérateur un effort d'être à ces deux niveaux-là, mais tu vas complètement être dans une autre approche managériale, puisque demain, le chef de projet, le coordinateur du GEM va devenir... presque sur ce projet-là, ton supérieur hiérarchique, c'est lui qui va diriger le projet. Alors toi, tu vas l'aider à certains moments sur la méthodologie de projet parce que tout le monde n'est pas formé là-dessus, tu vas l'aider sur la partie financière, RH, etc. Mais c'est lui qui va diriger. Donc automatiquement, tu as un management qui est complètement différent et dans la transformation de l'offre médico-sociale, alors comment il faut qu'on repense complètement notre management. Un des mots que je n'ai pas dit, un des mots que j'emploie de plus en plus, et qu'on commence à employer à Saint-Clair aussi, c'est tout ce qui est entrepreneuriat.
Alors, il faut être dans un entrepreneuriat, tout en faisant attention à ne pas être dans l'entreprise classique, où on perd notre cœur de métier, mais il faut qu'on rentre dans une démarche entrepreneuriale que certains auteurs que tu connais bien prônent. Hein, je pense à Bouffin, je pense à Boutifilier, je pense à d'autres qui prônent. Et quand tu vois tous les bouquins qui sont sortis sur l'approche managériale et l'approche managériale associative, direction générale, etc., ils vont sur cet entrepreneuriat-là. Et est-ce que, par exemple, parce que moi, je pense qu'une des formes d'innovation managériale, c'est aussi cette, et tu le soulignes bien, c'est cette coopération régulière avec un certain nombre d'acteurs pour pouvoir justement répondre le jour où il y a un appel à projet de manière simultanée et ensemble, en fait, et de manière coopérative. Et donc ça, c'est aussi une approche, une nouveauté dans le secteur médico-social, parce que même si on avait l'habitude de parler de partenariat et de partenaires, on n'était pas forcément dans la coopération. Mais par contre, ce qui va être vachement important, de plus en plus important, c'est de bien définir les processus décisionnels. C'est-à-dire que tu es mon chef de service, je te dis en tant que chef de service du CESAD, il y a que toi tu auras vu tel appel à projet, on va décider, toi tu vas m'amener ton expertise technique, l'intérêt, moi je vais discuter avec toi de cet intérêt-là, je vais te dire un peu mon analyse stratégique prospective, toi tu vas réagir, enfin je veux dire on va être en intelligence à ce niveau-là, c'est-à-dire on va se nourrir, hein. Moi j'ai plus de hauteur de par ma fonction, toi tu as plus de connaissances et d'expertise sur le terrain de par ta fonction, hein. Et là il va bien falloir qu'on définisse comment va être décidées les choses, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, toi tu vas amener ton expertise, tu vas amener tout ça, et la décision m'appartient quand même, hein. Et ensuite, parce que c'est une décision automatiquement stratégique et prospective, automatiquement. Hein. Mais ensuite, tout le reste du processus décisionnel, il faut qu'il soit extrêmement bien décidé, c'est-à-dire que tu vas me dire, bon ben voilà, tu m'as lancé là-dessus, mais moi je suis au fil de la vie, j'ai besoin de travailler avec le CLSM de TAN, avec ADG, avec le secteur pédopsychiatrique du coin, etc., etc. Toi tu vas me dessiner ton truc et tu vas me dire à un moment ou à un autre, là François j'ai besoin de ta décision là-dessus. Hein, mais c'est toi qui vas orienter la décision et orienter le processus décisionnel. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas maîtriser l'intégralité des enjeux, et toi, tu dois être obligé, en tant que chef de service demain, directeur ou autre, tu vas être obligé de ressortir un peu, de se faire un SWOT à chaque fois. Hein, les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces. Toi, tu vas être obligé de le faire, et moi, je vais l'enrichir de ma vision. Mais c'est toi qui vas l'amener. Oui, je pense que oui.